vérité au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Dans l'actualité ce lundi, il y a d'abord le forum des producteurs agricoles à Dapaon et la rencontre du président de la République avec les producteurs de la région des Savanes. Du matériel agricole est également mis à leur disposition pour booster le secteur. Reportage à suivre dès le début de ce journal. Des recommandations ont été formulées à l'issue des travaux du premier forum des producteurs agricoles tenu à Dapaon dans les Savanes. Nous allons y revenir dans un instant. Nous irons également dans ce journal à la découverte d'un site touristique dans la région des Savanes, les grottes de Noc, qui datent des 16e et 19e siècles. Toute une histoire à raconter. Et puis, nous mettrons le cap sur Sokodé pour vivre une fois encore la fête traditionnelle à Dossa Gadao. L'autre temps fort de l'événement, la danse Kosso des femmes et jeunes filles Tema. Voilà pour les titres. Bienvenue. Le premier forum des producteurs agricoles du Togo s'est tenu à Dapaon. Au cœur des préoccupations, le programme d'urgence et le renforcement de la résilience des populations de la région des Savanes. À la fin des travaux, le président de la République, Faure Essosim-Nanya Singbe, a échangé avec les producteurs agricoles sur place. Nestor Mouzou. L'initiative du chef de l'État de rencontrer les producteurs à travers les forats régionaux s'explique par sa volonté de les écouter directement sur les problèmes auxquels ils font face et de recueillir leurs avis sur les mécanismes mis en place pour les accompagner. À cette rencontre de partage, les représentants des organisations des producteurs des 7 préfectures qui composent la région des Savanes ont tenu à remercier le président de la République pour les actions entreprises en vue de soutenir l'agriculture dans leur milieu. Excellence, Monsieur le Président de la République, je prends la parole au nom de toute la vaillante population agricole pour vous dire un sincère merci pour tous les efforts déployés pour améliorer les conditions de vie et de travail des producteurs agricoles. Sous votre impulsion, des apps pour la production du riz sont mises en place. Sur ces apps, les travaux d'implantation des forages d'eau ont déjà démarré pour faciliter l'irrigation et le développement des cultures de contre-saison. Avec le projet PADAT, de nombreux magasins de stockage, des aires de séchage sont construits. En matière d'élevage, de nombreux éleveurs commerciaux de petits ruminants et volailles ont bénéficié du financement du projet PASA pour la construction des habitats modernes. Excellence, nous profitons de cette occasion pour vous témoigner notre gratitude et notre satisfaction pour votre politique de développement et l'organisation des FOPA dans chaque région. Le chef de l'État a écouté avec intérêt les producteurs. Faure Essosim-Nanya Singbe les a félicités pour les efforts qu'ils fournissent et les a remerciés pour leur adhésion à la formule qui leur a été proposée pour le Forum des producteurs agricoles du Togo, forum qui se tiendra désormais dans toutes les régions. Le chef de l'État a relevé dans son intervention que le développement du Togo se repose sur la promotion de l'agriculture. Il a souligné que sa vision pour l'agriculture togolaise se résume en 2 points. Le premier, c'est d'arriver à l'autosuffisance alimentaire. Produire assez sur le territoire togolais pour nourrir toute la population togolaise. Ce n'est pas le potentiel qui manque, a précisé le président de la République. En deuxième lieu, le chef de l'État envisage que l'agriculture puisse contribuer encore plus à la création de richesses pour que le producteur soit fier de sa nation. S'exprimant par rapport à la situation d'insécurité que vit la région des Savanes, il a présenté encore une fois ses condoléances aux familles éplorées et félicité les forces de défense et de sécurité pour leur bravoure.
Concernant toujours les menaces sécuritaires et de l'extrémisme violent, le président de la République a échangé avec les préfets, les maires, les confessions religieuses et une délégation de la communauté étrangère au Togo. Comme avec les producteurs, il les a conviés à la vigilance et à la collaboration pour venir à bout de ces phénomènes. Donner un nouveau souffle à l'agriculture togolaise, c'est ce qu'il faut comprendre de la décision du président de la République de tenir des forats des producteurs agricoles du Togo dans toutes les régions économiques. Le premier forum qui a eu lieu à Dapaon pour le compte de la région des Savanes a pris fin avec des recommandations à l'endroit du gouvernement. Les producteurs se sont engagés à s'approprier les interventions du gouvernement par la même occasion. Nestor Mouzou. Les différents acteurs du monde agricole des savanes ont passé 3 jours pour faire le diagnostic des problèmes qui plombent l'agriculture dans leur région et échanger sur les ambitions du pays en matière agricole, en particulier sur les projets contenus dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Le premier forum des producteurs agricoles du Togo a formulé plusieurs recommandations. Ces recommandations ont été présentées au chef de l'État. Au terme des échanges, les recommandations suivantes ont été formulées par les participants. L'accélération de l'opérationnalisation du schéma directeur de l'agriculture irriguée. La poursuite des travaux d'aménagement des zones d'aménagement agricole planifiées et des bas-fonds. Accélération du processus d'installation de l'unité de production d'engrais. L'intensification des actions de soutien à l'aquaculture dans la région des Savanes. La promotion des provanderies et la mise en place des écloseries pour l'aquaculture dans la région des Savanes. La création de conditions pour lever durablement les contraintes d'accès au financement des acteurs. Les producteurs n'ont pas fait que formuler des recommandations. Ils se sont aussi engagés à accompagner les actions du gouvernement. Collaborer avec le gouvernement dans la gestion des intrants, engrais mis à la disposition par l'État. Travailler de façon concertée pour s'approprier les interventions conduites actuellement par le gouvernement. Collaborer avec les conseillers agricoles mis à leur disposition à travers l'application des pratiques culturelles diffusées. Suivre, s'approprier et s'assurer. Le Forum du paysan togolais entend renforcer la dynamique d'action et d'intervention de l'ensemble des acteurs autour de la transformation structurelle du secteur agricole afin de réaliser la vision du chef de l'État, celle d'une agriculture productive à haute valeur ajoutée, moteur de valeur économique des agriculteurs et de croissance du pays. Le secteur agricole est identifié comme l'un des secteurs majeurs d'investissement pour impulser la croissance économique et soutenir la création d'emplois au Togo. Pilier de l'économie togolaise, il occupe 70% de la population active et a contribué à hauteur de 23,5% à la formation du PIB en 2020. Le gouvernement veut donc renforcer la dynamique d'action et d'intervention de l'ensemble des acteurs à travers le Forum des producteurs agricoles du Togo. Quelles sont alors les grandes mutations envisagées? Carmen Madiakapo. Le gouvernement a confirmé ses ambitions à travers la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale à Togo 2025. La vision est de faire du Togo un pays en paix, une nation moderne avec une croissance économique inclusive et durable. L'agriculture est mise au premier plan. Elle doit pour ce faire être productive, à haute valeur ajoutée et capable d'assurer le bien-être des producteurs. 4 projets prioritaires ont été définis. L'amélioration des rendements et de la productivité agricole, l'accélération du MIFA, l'agrandissement de l'agropole de Kara en partenariat avec le privé et la réforme de la politique foncière agricole.
Aujourd'hui, beaucoup de choses sont faites. Des industries agroalimentaires sont en cours d'installation. Depuis quand il est arrivé au pouvoir, il a beaucoup fait et il le fera encore de plus. Le crédit, c'est un moteur. Et nous avons vu les années passées avec Paège, ça nous a beaucoup aidé. Et le rendez-vous était bon. Donc nous demandons aussi qu'il mette toujours la main dedans pour que nous ayons le crédit, par exemple, à temps et avec un faible taux d'intérêt. Justement, le chef de l'État, Faure Essozimna Nyasingbe, était aux côtés de ses producteurs de la région des Savanes le week-end dernier dans le contexte du Forum des producteurs agricoles du Togo. Il a précisément présenté au monde agricole togolais les différentes mesures qui vont structurellement transformer l'agriculture et faire d'elle un véritable moteur de croissance économique, de création d'emplois et de garantie de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Nous avons exprimé nos contentements, nos remerciements sur la bonne tenue de sa politique favorable pour l'agriculture togolaise. Nous sommes très d'accord à ça. Nous avons donné nos impressions pour le féliciter par rapport aux engagements tenus pour accompagner les producteurs sur le plan national et particulièrement au niveau de la région de Savane. Le FOPAT se tiendra au cours du premier trimestre de cette année dans les chefs-lieux des 4 autres régions économiques du Togo. Il est prévu une participation d'environ 300 personnes par région. 200 producteurs et représentants des interprofessions agricoles, des entrepreneurs et opérateurs économiques et 100 représentants des autres acteurs du secteur agricole. Du côté de Sokodé, une quarantaine d'étuveuses de différentes coopératives de Tchaoudjo approfondissent leurs connaissances en technique de transformation du riz paddy. Une mise à niveau de la Chambre d'agriculture avec le soutien du FNAFPP dans l'objectif d'obtenir un riz de qualité compétitif sur le marché. Désiré Aloué. Alimentaire en Afrique. La qualité des produits à commercialiser reste une préoccupation des différents acteurs dans les chaînes de production dans l'objectif de booster la vente. Un riz de qualité sur le marché attire une forte demande. Les productrices du riz étuvé des coopératives de la préfecture de Tchaoudjo sont à l'école d'amélioration de production et de notions de compte d'exploitation liées. Il y a une demande d'installation des unités de collecte du riz étivé. La Chambre régionale de l'agriculture a profité pour faire une demande à FNAPP pour former les productrices pour l'étivage, pour permettre à ces producteurs, ces étiveuses, de pouvoir renforcer leur capacité pour bien étiver, avoir un riz de qualité qui conserve tous ses nutriments. Il est question de relever le niveau de pratique d'étivage de ces braves femmes productrices. Nous saluons vraiment cette formation parce qu'on avait vraiment des manquements. Nous faisions ça traditionnellement. Avec cette formation, nous voyons que nous pourrons vraiment apporter sur le marché un riz bien qualifié, ayant toutes les qualités d'être pris par nos clients. Nous sommes très fiers de notre gouvernement qui s'occupe de nous, surtout nous les femmes. Le Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel soutient le cabinet du TUCO dans cette mise à niveau prévue en 2 temps, théorie et pratique. La consommation locale est fortement encouragée. La convergence des demandes passe par la qualité des produits et les étuveuses du riz de la préfecture de Tchaoudjo savent là où se trouve leur intérêt, la bonne transformation du riz paddy. Piowata, attention, danger, un problème de santé publique. Les spécialistes conseillent donc de bien choisir la marque d'eau en sachet agréée par le ministère de la Santé. Edwige Atakwa Bassabi, reportage présenté par Esther Laclé. L'eau en sachet ou pure water, très répandue dans les foyers et prisée des populations au Togo. On peut se désaltérer facilement et partout. Mais cette eau de boisson est-elle toujours potable? Lorsque donc les conditions d'ensassage, les conditions d'embouteillage ne sont pas alors respectées, alors il peut survenir donc des pollutions d'ordre chimique, ou bien des pollutions liées aux germes pathogènes. Les maladies les plus craintes
sont souvent dus aux germes pathogènes qui surviennent donc souvent donc dans les minutes ou bien dans les heures qui suivent la consommation donc de ces eaux-là. Au minimum, on peut avoir les diarrhées, on peut avoir aussi les gastro-entérites, mais au pire, on peut avoir les hépatites, on peut avoir donc les salmonelloses, donc on peut avoir les typhoïdes, les parasitoses. Toutes ces maladies peuvent être évitées aux populations si la production de l'eau respecte les normes hygiéniques requises. Cela tient à cœur à certaines entreprises de production de Pure Water au Togo. Chez Ikpindi, par exemple, on ne lésine pas sur la sécurité. J'ai pu commencer avec un agrément. Mais le problème, c'est que tout ce que j'ai fait a un coût. Et normalement, je dois vendre à un prix pour pouvoir couvrir toutes ces charges-là. Mais malheureusement, sur le marché, ce n'est pas le cas. Pour l'entretien du forage, c'est par mois. Là où il y a l'eau, il y a une pompe là-bas. C'est la pompe là qui amène l'eau depuis dans la grande machine. Avoir un bon forage, il faut la tester, il faut l'analyser, faire des analyses physico-chimiques et microbiologiques de l'eau de source. Et c'est ça qui peut vous amener à avoir l'autorisation de prélèvement délivrée par le ministère de l'eau. Plus encore, avant que l'eau ne soit mise en sachet, un échantillon devra nécessairement passer au laboratoire. Moins de 50% de sociétés de production de Pure Water au Togo respectent cette exigence qui pourtant reste déterminante pour le bien-être des populations. Il a été mis en place un comité interministériel qui gère le sous-secteur des eaux conditionnées. Alors donc lorsque vous voulez produire donc les eaux conditionnées, vous avez alors donc intérêt donc de vous approcher donc de ce comité-là qui va vous guider sur donc les étapes à suivre. Et cela commence généralement par le choix donc de l'endroit. Il ne faut pas choisir n'importe quel endroit, il faut que les conditions d'assainissement soient respectées. Ensuite, le local aussi, donc, dans lequel vous allez pouvoir donc, ensacher, conditionner donc, ces eaux, doit pouvoir aussi respecter donc, certaines règles, certaines donc, normes. Le personnel que vous utilisez pour l'ensachage qui va manipuler donc, bien sûr, donc, tout le matériel doit être qualifié. Il ne faut pas travailler dans la clandestinité. Pour boire une eau de qualité, pour certains, aucun sacrifice n'est trop grand. Anani, résident à Zéglé, parcourt des kilomètres chaque semaine pour s'approvisionner ici. Pour lui, sa santé et celle de sa famille en dépendent. À Zéglé, ils ont des problèmes de l'eau là-bas. Chaque fois qu'on prend un véhicule, ça peut finir un jour comme ça. Pourquoi j'ai choisi Fontana? Quand tu prends l'eau là, ça peut durer chez toi. Tu ne vas pas sentir des odeurs dedans. Donc, avec qualité, l'eau, c'est la vie, mais elle peut aussi être source de bien de maux. Pour organiser le secteur, l'association togolaise de production d'eau pure a été mise en place il y a 11 ans. Elle accentue des actions en vue de limiter les dégâts et garantir aux populations de l'eau qui mérite son appellation saine et pure, du vrai Pure Water. Passons tout de suite à l'actualité dans le reste de l'Afrique. En bref, au Burkina Faso, des femmes ont été enlevées par des djihadistes. Des recherches sont en cours pour les retrouver, a annoncé ce lundi le gouverneur de la région du Sahel dans un communiqué. Au Royaume-Uni, l'expulsion de migrants au Rwanda de nouveau contestée. Des juges britanniques ont donné le feu vert à la cour d'appel pour examiner ces contestations. Au Nigeria, des hommes armés ont tué ce dimanche un prêtre brûlé vif et des fidèles catholiques enlevés. Au Mali, des gendarmes ont été tués dans une embuscade et des blessés dans l'ouest du pays en proie aux attaques djihadistes. Nouveau drame de la circulation au Sénégal, 8 jours après un accident de la route ayant fait plus de 40 morts, 20 personnes ont été tuées ce lundi dans une collision entre un car et un camion. Selon les pompiers, on compte aussi 24 blessés. L'état du véhicule témoigne de la violence du choc. Ce camion qui circulait près de la localité de Sakal dans le nord du Sénégal est entré en collision avec un car ce lundi matin. Le bilan est d'au moins 20 morts et une vingtaine de blessés. Avec cet accident, le pays est à nouveau endeuillé par un drame de la route en seulement quelques jours. Le 8 janvier, c'est l'éclatement d'un pneu selon l'enquête qui avait provoqué une collision entre deux bus à Kaffrine dans le centre du pays.
Un accident qui a causé la mort de 42 personnes et qui est l'un des plus meurtriers que le pays a connu ces dernières années. Aussitôt après le drame, le président Macky Sall s'était rendu au chevet des victimes et le gouvernement avait dans la foulée annoncé une série de mesures pour renforcer la sécurité routière. Mais nombreux d'entre elles, jugées inapplicables, ont été vivement critiquées par les professionnels du transport. Selon eux, ces mesures, comme l'interdiction faite aux bus de circuler la nuit ou l'interdiction d'importer des pneus usagés, seraient en déphasage avec les réalités économiques ou les modes de vie. Sur Twitter, Macky Sall a cependant réaffirmé la nécessité de renforcer les mesures de sécurité routière. Face à cette volonté du gouvernement, une partie des syndicats de transport a annoncé une grève illimitée à partir de mardi. Pour lutter contre la déforestation, une alternative est trouvée au Kenya, fabriquer des crayons à partir des vieux journaux. 82 000 arbres sont abattus chaque année pour fabriquer des crayons. Que ce soit pour faire des dessins ou des exercices, le crayon à papier est l'une des fournitures les plus utilisées dans le monde. Sa fabrication nécessite du bois, ce qui contribue à la déforestation, mais cette entreprise, située près de Nairobi et dirigée par 2 frères, a trouvé une alternative plus écologique, recycler du papier journal. Aujourd'hui, nous subissons les conséquences du changement climatique et la meilleure solution consiste à réduire le nombre d'arbres abattus, quelle qu'en soit la raison. 82 000 arbres sont abattus chaque année pour fabriquer des crayons. Nous offrons une alternative. Nous utilisons le papier journal et le transformons en un produit viable, à savoir un crayon, ce qui permet aux gens de remplacer les crayons en bois par d'autres produits. Le processus de fabrication des crayons commence par la collecte des journaux qui sont ensuite découpés en morceaux sur lesquels est collé du graphite. Les morceaux de journaux sont ensuite placés dans un rouleau compresseur pour en faire des crayons. Ils vont ensuite sécher au soleil pendant 3 jours. Au cours des 5 prochaines années, nous voulons offrir une option permettant de pénétrer le marché. Nous voulons que chaque enfant kényan qui va à l'école puisse utiliser nos crayons et en même temps qu'il puisse planter un arbre grâce à notre crayon. De cette façon, nous réduirons le nombre d'arbres coupés. Cela permettra également de réduire le nombre de crayons en bois sur le marché. L'entreprise implique donc activement les écoles dans des activités visant à préserver l'environnement. Selon des données publiées par l'ONU, plus de 13 millions d'hectares de forêts sont perdus chaque année à cause de la déforestation, dont 36% pour la fabrication de papier et 42% pour la fabrication de produits à base de bois, ce qui représente environ 18 à 20 milliards de crayons. Revenons au Togo. Au-delà des activités de production agricole et d'élevage, la région des savanes est également réputée pour ses sites touristiques pittoresques. Arrêt sur image ce soir sur les grottes de Nok qui datent des 16e et 19e siècles. Toute une histoire derrière. Gérard Lagoudou nous raconte. De véritables attractions touristiques, on en trouve également dans la région des savanes. Et les grottes de Nok ne cessent de susciter l'admiration vu la particularité imposante que dégage le site. Lieu de refuge des communautés locales entre le 16e et le 19e siècle. L'altitude fait 436 mètres, mais en quittant là-bas, en allant de l'autre côté, ça varie. Mais avant d'avoir l'accès au site, ce n'était pas des lianes qu'ils empruntaient pour descendre et remonter. Mais vous imaginez combien de temps ils peuvent avoir le nombre d'accidents, pas des lianes, quand ils empruntaient. Mais ils se mettaient de travail à la chaîne pour pouvoir amener ce qui ne peut pas excéder. Si quelqu'un tombe, il ne doit pas se blesser, il ne se pas des divinités. C'est en 90 qu'ils ont fait cette échelle pour faciliter l'accès. Les grottes de Nok, c'est plus qu'une habitation scindée en 5 compartiments avec des particularités. À l'époque, les femmes ne vivaient pas avec les hommes. Dû à quoi il y a certaines géologies très puissantes, ça ne demande pas la présence des femmes. Ils préparaient des flèches empoisonnées, ils ne laissaient pas porter des enfants pour que les enfants ne touchent pas du poison. Nous avons des greniers qui conservaient les kauris. C'était leur, on peut dire leur banque, c'était leur magasin de stockage. Sur les roches, c'est lisse. C'est la preuve qui témoigne que ce site a été longtemps habité. À la sortie du chef, le chef s'adresse sur ce grenier. Au clin de lune, il invite les femmes, les enfants, il raconte des histoires. Nous avons des coffres forts. Je peux dire les coffres forts, regardez les flèches empoisonnées, ils ferment ça bien scellé. Nous avons les plantes médicinales et les points d'eau. Un véritable sanctuaire, non seulement défensif, mais également offensif, qui relève les farouches affrontements entre les envahisseurs Tchokossi et les autochtones Moba.
Les Tchokossi, eux, ils avaient subi de l'esclavage, la traite négrière au 16e ou 19e siècle. Eux, ils avaient des armes que nos grands-parents n'avaient plus. Donc quand ils venaient par ici, ils les menaçaient avec ces armes. Eux qui fuyaient, laissaient tous ces richesses. Ils plaçaient des veilleurs un peu partout. S'ils voient des ennemis qui arrivent, ils mettaient des coups de corne, de bœufs, ils sifflaient dedans. Si tout le monde entend, ce cas, le mot n'est pas bon. C'est en ce moment qu'ils se dirigent vers ici. Nos grands-parents, ils les affrontaient avec des coups de flèches. Ils préparaient les flèches empoisonnées. Ils cherchaient des jeunes qui vont s'affronter aux ennemis. Ils les partagent avec des cérémonies. Donc avant de tirer un coup de flèche à un ennemi, il y a certaines paroles que tu donnes, accompagnées d'un casse-cagnette. Si la flèche ne prend pas l'ennemi, ça prend un arbre, ça ne tombe pas par terre, parce que c'était leur parole incantatoire. Le site accueille environ 1000 visiteurs par an. De la pandémie Covid-19 à la situation sécuritaire dans la région des Savanes, tout est au ralenti. Quand vous rentrez sur le site des ambassades étrangères, ils ont publié que Dapon c'est jaune-orange. Bon, ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne reçoit pas beaucoup de visiteurs, mais au moins, on peut parler de 1000. C'est-à-dire 1000 confondus avec des étrangers. Parce qu'il y a beaucoup de gens, et par exemple, les étrangers ont plus visité que les Togolais. Le souhait commun des visiteurs et conservateurs de ce site est de renforcer les moyens d'accès pour plus de sécurité et surtout développer des activités génératrices de revenus connexes autour des grottes de Nok pour en faire de véritables sources de contribution dans l'économie nationale et de création d'emplois. La fête traditionnelle Tem Adossa Gadao, nous sommes à Sokodé dans la région centrale. Adossa Gadao, l'expression de la valeur culturelle s'est poursuivie avec la danse Kosso, une pratique réservée exclusivement aux femmes et jeunes filles. La femme Tem dans toute sa splendeur, un reportage signé Désiré Aloué. Elles sont toutes dans leur accoutrement de grand jour. Les femmes Tem, joliment habillées. Le stade municipal de la ville de Sokodé, noir de population Tem et curieux pour la danse Kosso. Kosso, danse culturelle réservée aux femmes et aux jeunes filles. Ici, pour exhiber leur beauté vestimentaire, tenue essentiellement obtenue du tissu artisanal local. Après Adossa, le lendemain, c'est Kosso. Et dans une tenue telle que je suis habillée là, traditionnelle. Donc, c'est notre identité. C'est l'identité de la femme Tem, de la femme Kotokoli. Ça traduit ce que nos arrière-parents ont fait. C'est une perpétuité de la tradition Tem. Danse Kosso est un bien culturel du peuple Tem, signe d'union et d'un vivre ensemble à pérenniser. Les jeunes filles le font, les femmes le font. Donc, si vous pouvez regarder, vous verrez qu'il n'y a que les femmes. Donc, la danse des couteaux, c'est les hommes, sauf qu'il y a quelques femmes dedans. Mais pour Kosso, ce sont les femmes. Vous les voyez splendides. Vraiment, c'est une beauté et elle est naturelle, traditionnelle, pure de la femme Tem. Rendez-vous pris dans 12 mois pour vivre ce loisir, plaisir retrouvé qui appelle à la cohésion, la culture de la paix et la fraternité entre filles et fils Tem qui vivent en parfaite harmonie avec les autres peuples. Ce communiqué, pour finir, communiqué du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins. Des cas de méningite ont été enregistrés dans la région des Savanes et plus particulièrement dans le district de Loti Sud. Des investigations sont en cours pour la recherche d'éventuels cas dans la communauté en vue de leur prise en charge précoce. Face à cette situation, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins a pris des dispositions, notamment
l'organisation de la prise en charge des cas dans les formations sanitaires, le renforcement de la détection précoce à travers la recherche active des cas dans la communauté et la confirmation au laboratoire, la sensibilisation de la population sur les mesures préventives et la conduite à tenir en cas de signes de suspicion. La méningite est une maladie contagieuse grave pouvant être causée par plusieurs germes et qui se manifeste essentiellement par une forte fièvre d'apparition brutale, des maux de tête, des vomissements, une raideur du cou, un coma ou une altération de la conscience et des convulsions. La présence d'un seul signe doit être alertée. Elle se transmet d'un malade à une personne bien importante à travers la toux, l'éternuement et la salive. La promiscuité peut favoriser la transmission de la maladie. Pour prévenir la méningite, le ministre en charge de la santé invite la population à adopter les mesures suivantes. Éviter de rester en milieu poussiéreux ou se protéger le nez et la bouche contre la poussière. Se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Se protéger le nez et la bouche en cas d'éternuement et de toux. Éviter le contact étroit avec les personnes malades. Se faire vacciner. La vaccination est la mesure préventive la plus efficace. Se rendre dans la formation sanitaire la plus proche en cas de symptômes pour une prise en charge adéquate et rapide. Le ministre en charge de la santé compte sur le civisme et la vigilance de tous pour prévenir et lutter efficacement contre la méningite dans notre pays. Signé professeur Moustapha Mijiawa. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo à suivre. Le panorama des sports avec Claude Ama et ses invités. L'actualité revient à 22h30. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous.